Alors, bonjour à tous et toutes. Bienvenue à nos conférences mensuelles du Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Jean-Marc Barrault, qui est titulaire de la chaire Jean Montbourquette sur le soutien social des personnes endeuillées et professeur adjoint à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, qui va nous entretenir aujourd'hui sur les émotions du deuil. Je tiens simplement à vous rementionner que c'est normal que vos micros soient fermés et vos caméras. Alors, sans plus tarder, Jean-Marc, je te cède la parole et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à M. Tardif, François, directeur exécutif du réseau. Merci à Alex Cornelier qui l'a secondé dans la préparation de cette conférence. Merci à mon équipe de chercheurs qui est liée à la chaire Jean Montbourquette sur le soutien social des personnes endeuillées. Je voudrais saluer tout particulièrement M. Veilleux et Mme Jean qui sont à l'origine de cette magnifique initiative de la chaire Jean Montbourquette sur le soutien social des personnes endeuillées. On ne vous remerciera jamais suffisamment. Et votre proche collaboratrice, bien entendu, Nathalie Anne Godbout. Bienvenue à tous, à l'international, que ce soit le continent africain, européen, que ce soit le Québec ou le Canada. Nous avons peu de temps pour un sujet qui est extrêmement important, donc je vais aller vif directement dans le sujet, sachant très bien que je ne pourrai pas répondre à toutes les questions néanmoins, mais on pourra reproduire l'exercice si vous le souhaitez. Alors, peut-être en introduction, vous dire que la chaire Jean Montbourquette sur le soutien social des personnes endeuillées organise pour vous le 19 et 20 mai, donc c'est dans quelques mois, 2 jours de colloques sur toute la complexité du deuil en lien à la pandémie et en lien, ce qui est un thème plus heureux, à l'humanisation de l'accompagnement du deuil. Dans quelques jours, les inscriptions seront ouvertes et vous pourrez donc facilement vous y inscrire, soit sur Praxis, qui est une plateforme numérique de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, ou sinon sur le site web de la chaire Jean Montbourquette. Tout cela sera disponible dans les prochains jours. C'est un colloque très important, vous allez en bénéficier. Qui plus est, en fait, on a fait une demande d'accréditation. Donc, pour tous les professionnels, vous recevrez des crédits qui bonifieront, j'allais dire, votre formation permanente. Et je nomme comme conférencier dans ce colloque une personne que vous connaissez tous, c'est Madame Luce Desauniers, mais il y aura aussi Jacques Cherblanc, Mélanie Vachon, moi-même. Il y aura des ateliers, des tables rondes. Donc, un colloque à ne pas manquer. Nous allons ensemble réfléchir sur cette question centrale des émotions du deuil. J'aborde humblement cette question-là, sachant que l'état de la question nous montre très bien que la problématique de l'émotion ou des émotions du deuil est un chantier très vaste. C'est l'un des chantiers que je porte avec mon équipe de recherche dans le cadre de mon rôle de titulaire de la chaire, et je l'introduirai dans le livre que je suis en train d'écrire sur l'héritage de Jean Montbourquette. Mais on va essayer de retenir quelques points forts qui, je l'espère, feront écho, soit à votre vie, soit à votre profession. Donc, l'objectif général de la présentation, c'est de présenter humblement, donc entre parenthèses, un aspect de cette mécanique émotionnelle qui se joue dans le processus complexe d'évolution du deuil. Et la finalité, c'est en vue de l'humanisation, de l'accompagnement des personnes endeuillées, une thématique très chère à Jean Montbourquette, à M. Veilleux, à Mme Jean et à nous qui essayons de rentrer dans cette culture importante de l'accompagnement interdisciplinaire et holistique du deuil. Donc, les objectifs spécifiques que nous allons traverser ensemble, le premier, c'est analyser une partie de la complexité de la mécanique émotionnelle dans le processus de deuil. On va essayer de retenir des points d'ordre qui expliquent la complexité, mais aussi les points d'ancrage de cette mécanique. Le deuxième aspect, c'est essayer de comprendre l'impact de cette mécanique-là, de ces points d'ordre que nous allons retenir sur le deuil et sur son processus. Et puis, nous allons entrevoir ensemble, ce sera une manière prospective de terminer cet entretien, les conséquences de cette analyse sur l'humanisation de l'accompagnement des personnes endeuillées.
Alors, pour accompagner cette conférence, vous l'avez bien compris, qui est à la frontière entre la recherche et la vulgarisation, je me permets une posture pédagogique, je pense, adaptée à une telle conférence. C'est-à-dire que le cadre conceptuel sera offert au cours, j'allais dire, de la présentation de chaque objectif spécifique et non pas dans un seul bloc. Et puis, nous allons partir d'un humble, simple, mais pertinent ancrage clinique sur lequel je reviens régulièrement. Cet ancrage clinique, c'est le témoignage de Jean Bourquette qu'il offre dans un de ses nombreux ouvrages, Médecin de l'âme, et dont j'ai retenu quelques points importants. Il dit, à la mort de mon père, j'ai vécu une expérience de deuil très profonde. Durant 22 ans, j'ai porté le deuil de mon père. C'est un point important. Pendant 22 ans, il y a une sorte on ne peut pas dire de sidération, de pseudo-sidération, en tout cas de deuil suspendu, c'est le terme plus exact, à l'égard de cette perte de son papa. Et dans le texte, plus en avant, il dit, lors de mes études en psychologie à San Francisco, je m'intéressais beaucoup à la technique thérapeutique des jeux de rôle. Et il explique dans cet ouvrage que quelqu'un va jouer le rôle de son père. Et donc, dans ce jeu de rôle, il dit, je me mis à pleurer abondamment. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. J'éprouvais une telle tristesse. 3 jours après cette expérience, je sentis une chape de plomb sortir de mon corps. Donc là, vous avez, de manière très condensée et émotive, hein, c'est certain, parce que c'est le témoignage de Jean Bourquette, parce que ça pourrait être aussi le vôtre, nous avons en fait déjà en sous-bassement, en filigrane, toute la problématique de l'émotivité. La tristesse, elle est là. La chape de béton qui s'en va, c'est une dynamique qui relève de l'émotivité. Nous allons essayer de traverser cela ensemble. Donc, premier objectif, on va essayer d'analyser cette complexité de la mécanique émotionnelle avec le temps qui nous est offert. La première chose à retenir sur le terme conceptuel, c'est que quand nous parlons aujourd'hui de deuil, nous parlons de la perte d'un être cher. Aujourd'hui, il est de coutume de parler de deuil, deuil par rapport à un projet, deuil par rapport à un travail, deuil par rapport... Bon, là, on se concentre sur le deuil d'une personne qui nous est chère et qui est décédée, ce qui était l'axe de recherche de Jean Bourquette. Et puis, deuxième point qui est important parce que je le reprendrai par après, le deuil, c'est ici en fait un construit psychologique, j'aime pas le terme construit, mais ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que c'est un assemblage, si vous voulez, d'éléments à la fois psychologiques, sociaux, culturels et spirituels, d'adaptation à la perte de cet être cher, qui en fait rejoignent 3 dimensions que l'on reprendra à la fin. Et je prends cette synthèse du livre récent de Mathé Cherblanc, 2020. Il y a une dimension sociale, psychologique et puis spirituelle. Donc, le deuil et les émotions qui sont vécues dans le deuil vont toucher plus ou moins directement ces 3 dimensions-là. Ce que montre le livre que je viens de citer, c'est que c'est spécifiquement la dimension psychologique. Je vais essayer de nuancer les choses si nous avons le temps. La deuxième chose à retenir, c'est que même si nous ne rentrons pas nécessairement dans un processus systématique avec 8 étapes, il y a différentes écoles. Jean Bourquette propose, et c'est d'une grande pertinence, ces 8 étapes, mais je voudrais juste vous montrer que la dimension émotionnelle dans ces 8 étapes est absolument bien ciblée, puisque après le choc du déni, c'est le moment des émotions. Et donc, c'est ce sur quoi nous allons essayer de réfléchir pour penser ensemble la résolution du deuil appuyée sur cette mécanique des émotions. Qu'est-ce que c'est que l'émotion? L'émotion, dans le dictionnaire international de psychanalyse, Dr Houzel, qui est un psychiatre d'origine française, a rédigé un item sur l'émotion. C'est intéressant parce qu'il fait la distinction entre affect et émotion, qui est une distinction traditionnelle et tout à fait signée dans la littérature. Et il dit que ce qui est propre à l'émotion, je l'ai mis en bleu, hein, c'est qu'il renvoie davantage à la théorie des relations d'objets. Ça, c'est passionnant et c'est très concret pour nous. Dès que vous vivez une émotion, on l'a vu avec Jean Bourquette, c'est une émotion de tristesse qui va ensuite laisser place à des pleurs, eh bien, ça veut dire que la personne est en relation. Alors, le type de relation peut être analogique.
hein, on essaiera de voir ça aussi tout à l'heure, mais on est dans une relation avec la personne décédée, hein, à la différence de l'affect qui est un point de vue différent, je n'insisterai pas, sauf si tout à l'heure il y avait des questions. Et il y a une autre psychiatre, Hague, qui de son côté, quand elle parle des émotions, insiste souvent sur leur dynamique intense qui lance quelque chose de soi vers l'autre. Alors ça, c'est absolument passionnant. À la différence de l'affect, qui n'est pas directement relationnel, l'émotion, structurellement, on pourrait presque dire épistémologiquement parlant, elle est relationnelle, hein. Elle est un appel à la relation. Et donc, s'arrêter sur les émotions, la tristesse en est une, on l'a vu avec Jean Bourquet dans son témoignage, que je considère comme une vignette clinique pour l'exercice que nous avons aujourd'hui, eh bien, c'est un appel à la relation. Et l'accompagnement humaniste auquel je ferai allusion en conclusion, c'est évidemment remettre ou insister sur l'importance de la relation pour permettre que les émotions vécues servent l'apaisement de la souffrance du deuil. Donc, vous voyez bien qu'entre le décès d'un être cher, hein, et les différentes émotions, ici je nomme la tristesse, eh bien, il y a tout ce domaine des émotions, hein, qui, en psychanalyse, sont considérés comme des affects, et nous, que nous prenons en psychospiritualité, en vision philosophique, dirais-je, plus d'un point de vue relationnel. Qu'est-ce que c'est que cette mécanique de l'émotion? C'est ça que je vais essayer de regarder de manière peut-être un petit peu structurelle pour essayer d'être didactique à votre service. Eh bien, c'est un pâtir. Une émotion, la tristesse comme émotion, c'est un pâtir. Si je vous demandais, parce que vous avez vécu un deuil, quel qu'il soit, notamment pendant la pandémie, et je me permets d'exprimer mes sympathies à toutes celles et ceux qui l'auraient vécu durant cette période plus que délicate. Si je vous demandais qu'est-ce que vous avez senti, eh bien, vous me diriez avec votre langage, hein, nous sommes ici réunis au moins 3 continents, eh bien, j'ai senti quelque chose de lourd en moi. J'ai senti quelque chose de pesant, de difficile. C'est ce qu'on appelle en philosophie, la psychanalyse reprend cela, le pâtir. Évidemment, si l'émotion est malheureuse parce qu'il s'agit d'un deuil, bien évidemment, c'est un pâtir malheureux. Et s'il s'agissait de quelque chose d'heureux, hein, une émotion heureuse comme la joie, ce pâtir serait évidemment d'un autre paradigme, il serait heureux. Donc, c'est la première chose à retenir, hein. Et c'est important, vous allez voir, parce que qu'est-ce qu'on fait de ce pâtir? Qu'est-ce qu'on fait de cette lourdeur? Qu'est-ce qu'on fait de cette gravité qui s'inscrit dans la personne qui vit un deuil à l'égard d'une personne qui lui était chère et qui est décédée? Donc, la mécanique de l'émotion, si on va un peu plus de manière systématique, consiste à dire que plus le rapport à l'objet, c'est la personne décédée, pardon de parler d'objet, c'est une personne, mais plus ce rapport est intense et plus le pâtir est grand. Plus votre relation était importante avec la personne qui est décédée, plus effectivement le pâtir, la lourdeur de ce que vous allez ressentir, est intense. On va revenir sur la notion d'intensité. Et plus le pâtir est grand, plus la réaction à venir d'ordre émotionnel, hein, les pleurs, quand on a vu chez Jean Bourquet, seront évidemment importantes. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de capital. C'est que plus la relation à la personne décédée était intense, par la qualité de l'amour, par la qualité relationnelle, plus l'émotion, le pâtir va être important. Et plus la réaction à ce pâtir va être importante. D'où l'importance de l'accompagner pour pas qu'il ne parte dans tous les sens. Excusez-moi de parler de manière un peu simple, mais c'est cela. C'est que l'émotion, si elle n'est pas accompagnée de manière humanisante, elle peut produire différentes choses qui peuvent rarement, si elles sont laissées à elles-mêmes, contribuer à la résolution du deuil. Si je récapitule ce que nous venons de dire, il y a 2 types de pâtir. Excusez-moi de la sémantique un petit peu spécialiste, mais dans l'ordre du pâtir qui est quelque chose que l'on considère en philosophie proche de nous, c'est
de l'ordre du moins intense, si vous voulez, ça va produire une certaine joie, s'il s'agit de quelque chose d'heureux, et ça va produire une tristesse, s'il s'agit d'une perte, c'est-à-dire d'un processus de deuil. Et si la relation est plus intense, là, on fait appel à d'autres émotions. On n'est plus dans quelque chose de relativement intense, on est quelque chose de l'ordre du très intense, du plus intense. Et les passions, c'est-à-dire les émotions qui vont être ébranlées, mises en action chez la personne qui vit le deuil, eh bien, sont beaucoup plus fortes, d'où le fait qu'elles portent un autre nom. Le désespoir n'est pas la tristesse. Et en termes d'accompagnement, je sais qu'il y a des psychologues ici, accompagner quelqu'un qui est marqué par le désespoir n'exige pas la même approche que accompagner quelqu'un qui est marqué par la tristesse. Donc, vous voyez, il y a différentes catégories d'émotions en fonction de la qualité de la relation que vous avez avec la personne qui malheureusement vous a quitté. Et cette différenciation de paradigme exige une distinction pour un meilleur accompagnement. Donc, si je récapitule la mécanique de l'émotion, telle que nous venons de le dire, la première chose à comprendre, c'est que par définition, les émotions sont en opposition. Donc, si vous les laissez à elles-mêmes, sans accompagnement thérapeutique, spirituel, sociologique, donc holistique en fait, eh bien, elles peuvent créer l'inverse de ce que vous espérez. C'est-à-dire que vous pouvez passer très bien, en fait, puisqu'elles sont en opposition, vous pouvez passer très bien de la tristesse à un évitement qui va vous pousser à aller chercher la joie ailleurs. Donc, il y a une sorte d'opposition. Vous pouvez passer d'un désespoir parce que vous êtes vraiment marqué, vous pâtissez de ce départ, et c'est tout à fait normal, vers une sorte d'espoir, mais vous allez aller chercher ailleurs cet espoir. Et pour donner un autre exemple, je ne cite pas ici, vous pouvez passer en fait d'un sentiment, c'est une émotion de crainte, à un sentiment d'audace, et vous passez en fait de cette dialectique continuelle qui fait partie de la mécanique des émotions et qui, ce dualisme-là, appelle urgemment un accompagnement parce qu'il n'y a rien de plus éreintant et de plus fatigant en termes de sentiments, en termes d'émotions, que de passer, si vous voulez, de deux extrêmes, du chaud et du froid, à longueur de temps. Ça, c'est le premier point. C'est dans cette mécanique des émotions, c'est de considérer en fait qu'elles sont dialectiques si on les laisse à elles-mêmes. La deuxième chose, nous l'avons dit, pour distinguer concupiscible et irascible, c'est l'intensité. C'est que l'émotion, c'est pas quelque chose, même si on est de l'ordre du concupiscible versus l'irascible, on n'est pas dans quelque chose qui est relatif, quelque chose. L'émotion, et c'est encore vrai pour l'affect, mais l'émotion, elle est intense. Elle est intense. Et donc, si elle n'est pas accompagnée, il est rare qu'elle humanise votre personne. Cette intensité, Jean Montbourquet, dans son témoignage, le montre bien, elle a été comme suspendue pendant un certain temps, 20 ans, dit-il, et ensuite, quand elle s'est exprimée, ça a été un effondrement, pleuré pendant 3 jours. Donc, l'intensité des émotions vécues lors d'un deuil sont à prendre au sérieux et appellent véritablement à un accompagnement holistique. Et enfin, le dernier point qui structure, j'allais dire, cette mécanique des émotions versus le processus de résolution du deuil, c'est qu'il fonctionne en circuit fermé. Si vous laissez quelqu'un dans la tristesse avec lui-même, eh bien la tristesse va s'alimenter elle-même. C'est tellement vrai ce que je vous dis qu'il y a des personnes, pour ne pas perdre la personne qui est décédée, vont préférer ce circuit fermé de la tristesse parce qu'elles ont l'impression que ce circuit fermé leur donne la présence de la personne décédée, plutôt que de vouloir retrouver un chemin de libération, retrouver un chemin d'humanisation, retrouver un chemin de croissance et peut-être de retrouver la personne décédée dans une autre modalité. Donc il y a ce circuit fermé qui fait partie de la structure de la mécanique émotionnelle. Donc pour bien comprendre, j'ai repris sous un autre tableau ces 3 traits-là parce qu'ils me semblent absolument capitaux. L'émotion fonctionne par dialectique. Vous passez de la tristesse à la joie, vous passez du désespoir à l'espoir, vous
passer de la crainte à l'audace. C'est vrai au sein même de ce dualisme tristesse-joie, mais je ne rentrerai pas dans le détail, sauf si vous voulez tout à l'heure à travers des questions. Mais c'est vrai aussi en changeant de paradigme. C'est-à-dire que on peut très bien passer de la tristesse au désespoir. Donc, d'une émotion qui relève du concupiscible à une émotion qui relève de l'irascible. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est absolument important à comprendre dans l'ordre de la mécanique, parce que si vous accompagnez quelqu'un qui passe de la tristesse au désespoir, il va falloir y répondre autrement. Il va falloir l'accompagner autrement, et peut-être avec plus d'urgence que si elle reste dans une certaine tristesse, qui, on le dira tout à l'heure, n'est pas nécessairement d'ordre pathologique et évidemment pas d'ordre moral. La deuxième chose que nous avons dite, c'est l'intensité. Vous allez voir que cette intensité, elle est intéressante. Elle est, entre guillemets, problématique si elle est laissée à elle-même, parce qu'elle est, elle est source de repli de la personne sur elle-même, dans certains des cas, mais c'est une intensité qui est de l'ordre de la force vitale, qui est intéressante en termes d'accompagnement et d'humanisation d'accompagnement. Et enfin, je vous l'ai dit, il y a le circuit fermé qui va aller chercher d'autres forces vitales chez la personne humaine. J'y reviendrai tout à l'heure, mais par exemple la mémoire affective, par exemple l'imaginaire, hein, et qui fait que la tristesse, par exemple, va pouvoir se nourrir ou s'abreuver à l'abreuvoir de l'imaginaire. Elle va pouvoir s'abreuver auprès de tout ce monde qui appartient à la psychologie, des blessures. Et c'est pas pour rien que Jean Bourquet dit, pour que la résolution du deuil puisse se faire, il faut que le pardon puisse se réaliser. Parce que je ne pourrais pas en parler aujourd'hui, mais j'ai écrit un livre sur le sujet, donc vous aurez l'occasion de le lire. Mais le pardon va déconnecter justement ce circuit fermé, ce lien entre l'émotion et la blessure. Et donc, il va permettre que l'émotion reprenne un chemin de vie, ce qui est un thème tout à la fois peut-être un peu compliqué, mais tellement concret et tellement capital. Donc, si, pour avancer, nous rentrons dans le deuxième objectif spécifique, qui peut-être est le cœur de notre réflexion ce midi, enfin ce midi pour le Canada, mais le soir pour le continent africain et pour l'Europe, on va essayer de comprendre l'impact de ce que je viens de vous dire là sur le deuil et évidemment sur son processus. Donc, vous avez vu que l'émotion, et c'est pour ça que j'ai voulu l'exprimer sous l'angle du mouvement d'une flèche, la première chose, c'est que, hein, on a bien vu, elle est marquée par l'opposition. Donc, c'est une force vitale qui est en attente d'un accompagnement. S'il n'y a pas cet accompagnement, la flèche que vous avez sous les yeux va se replier, j'aurais pu le faire avec le PowerPoint, et va alimenter l'émotion dans un circuit fermé. Donc, d'où l'importance de considérer l'émotion comme une force vitale, pas pathologique directement, pas morale directement, mais comme quelque chose qui va permettre à la personne de s'ouvrir et de guérir progressivement de ce deuil qui est trop douloureux. Donc il y a une attente dans cette dimension d'opposition, si vous voulez, qui appartient au monde des émotions. C'est une manière de dire qu'il y a une attente d'un accompagnement. Il y a une attente d'une main tendue, hein, qui est souvent interdisciplinaire. Pardon. Donc ce sont des mains tendues. La deuxième chose que je voudrais vous dire, que j'ai dit en filigrane et que trop rapidement, c'est que l'émotion de la tristesse, si nous revenons sur celle-ci, elle est à prendre telle qu'elle est. Nous sommes dans un monde, et nous pourrions revenir sur cette question-là ultérieurement, peut-être dans la période des questions, si le temps nous le permet, mais nous sommes dans un monde, en fait, où le monde des émotions va être souvent moralisé. Dans les milieux religieux, on moralise ce qui est de l'ordre de la passion, on moralise ce qui est de l'ordre de l'instinct, on moralise ce qui est de l'ordre de l'émotion. C'est un mal, c'est un mal. Parce qu'en tant que tel, les passions et les émotions dont nous parlons, la joie, la tristesse, l'espoir, le désespoir, l'audace, la crainte, je n'ai pris que 6 exemples, mais nous pourrions aller plus loin dans l'analyse souterrain de cette riche réalité des émotions, mais c'est un fait.
Si vous êtes triste, c'est une tristesse qu'il ne faut pas s'empresser de pathologiser, bien que des fois ce soit le cas, et qu'il ne faut surtout pas moraliser au risque de culpabiliser. L'humanisation de l'accompagnement va contribuer à faire comprendre à la personne que ce qu'elle vit est quelque chose de tout à fait humain et que cette tristesse, au lieu de la regarder comme quelque chose de moral, est quelque chose qui en fait est positif. Parce que la tristesse montre que le processus de résolution du deuil, si un jour il se résout, ça c'est toute une question, mais en tout cas, d'adaptation de la personne face à la personne décédée, ce qu'on appelle le processus du deuil, est en marche. Et donc le thérapeute va prendre avec sérieux cette tristesse, la personne qui le vit va prendre avec sérieux cette tristesse en disant, il y a quelque chose chez moi qui se passe, qui va contribuer à me redonner la personne endeuillée, si je suis accompagné. Bien sûr, dans une modalité différente, mais dans un chemin d'humanisation. Donc ça, c'est un point, je me permets d'insister sur ce point-là parce que j'ai plein d'exemples à l'esprit, autant dans le domaine de la recherche que dans le domaine, j'allais dire, clinique, où l'accompagnement est difficile parce que on ne comprend pas, où on a peur face à la tristesse, face au désespoir, face à la crainte, alors que c'est totalement naturel. La deuxième chose que je voudrais vous montrer, c'est que c'est très intéressant dans le processus de résolution du deuil chez Jean Bourquette, qui est en 8 étapes, de voir en fait que celle-ci, chez lui, laisse place donc à l'expression des émotions, par exemple la tristesse, par exemple le désespoir ou la crainte, et ensuite laisse place à la tâche, à ce que l'on fait, mais aussi à la découverte d'un sens à la perte. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de le faire, mais vous le lirez dans mon livre. C'est quelque chose d'extrêmement pertinent. Parce que le mot un peu technique que je vais utiliser, c'est la téléologie, la science de la fin. Quelqu'un qui, et vous l'avez vu quand j'ai parlé du circuit fermé, qui vit une émotion et qui est laissé à lui-même, c'est quelqu'un qui va amplifier son émotion au risque de s'abîmer. Si, de manière mesurée, il rentre dans le monde des tâches, je vais faire quelque chose pour préparer les funérailles, avec des rituels, je vais réunir ma famille, je vais écrire quelque chose à la personne décédée, je vais peut-être me recueillir pour la retrouver. Eh bien, l'émotion commence à s'humaniser parce qu'elle est marquée par la téléologie, pas la théologie, la téléologie, hein, c'est-à-dire cette science de la finalité. Elle commence à s'ouvrir, elle commence à avoir un esprit printanier, à sortir de la neige de Montréal du mois de janvier. Et puis, au niveau de la quête de sens, c'est retrouver en fait cette ouverture, non plus de l'ordre de la tâche, mais de l'ordre des relations. Et ça, le thérapeute ou l'accompagnateur c'est son grand travail, nous allons le voir tout à l'heure, que d'essayer de redonner un sens à ce qui a été vécu, au-delà de cette émotion, mais par l'émotion. Au-delà, mais par l'émotion. Et je n'aurai peut-être pas le temps aujourd'hui, mais l'articulation de la tâche et de la quête de sens, dans mon jargon, dans un livre que j'ai publié en 2017, je le systématise autour du rapport systémique entre agere et facere. Le facere, c'est vraiment le monde du travail, où je vais reprendre un certain sens de la finalité par le travail, et donc l'émotion va retrouver une certaine oxygénation, et l'agere, c'est la dimension des relations interpersonnelles et sociales qui vont contribuer, elles aussi, en dialogue, et souvent c'est une question d'équilibre, à donner sens à l'émotion, autrement dit, à l'humaniser. Et moi qui termine un projet de recherche avec quelques-uns qui sont ici au service de la Corporation des thanatologues du Québec, c'est l'un des points centraux dans la culture des thanatologues du Québec de comprendre que face à une personne endeuillée qui tape à leur porte, il faut bien entendu proposer des tâches à court terme. Ce sont des rituels, ce sont des funérailles, ce sont des condoléances, etc. Mais c'est aussi en même temps un accompagnement qui est de l'ordre de l'agérer, permettre à la famille, non pas de tourner la page, mais de recréer des liens
pour que les émotions soient réhumanisées, soient réoxygénées et permettent l'apaisement du deuil. Donc, sans trop insister, c'est ce que je viens de vous dire, mais vous voyez que l'expression des émotions et l'humanisation progressive des émotions dans la résolution du deuil se fait autour du rapport facere-agere, c'est-à-dire un certain équilibre entre des tâches à opérer et des relations à recréer. Il est inquiétant de voir quelqu'un qui serait dans une tristesse ou un désespoir lié à un décès, de voir qu'il ne travaille plus et de voir qu'il ne répond plus, si vous voulez, au monde relationnel dans lequel il était auparavant. Là, il y aurait un signal d'un élément clinique probablement source d'inquiétude. Pour la question de l'intensité, c'est quelque chose qui est assez central, de comprendre que l'émotion, étymologiquement parlant, et épistémologiquement parlant aussi, l'émotion, elle est intense. Ne me dites pas que vous êtes un petit peu en tristesse. Ne me dites pas que vous êtes... L'émotion est intense. Et donc, que faisons-nous de cette intensité-là? Dans le modèle que Maltais et Cherblanc proposent de cette dimension holistique du deuil, ils attachent l'émotion à ce que j'ai appelé le lien direct, à la réalité psychologique, en anglais grief. Okay, et puis, ils ne font pas le lien, à moins que je me trompe, avec mourning en anglais, c'est-à-dire la dimension sociale et spirituelle, et bereavement en anglais, qui est la dimension situationnelle plus sociale. Ce que je voudrais apporter là, et c'est soumis à votre critique personnelle de chercheur, mais aussi de clinicien, c'est en fait que l'intensité qui est vécue dans l'émotion a avantage pour servir la résolution du deuil à avoir un ancrage, j'allais dire, au niveau indirect de la société et au niveau de la dimension spirituelle. C'est-à-dire que c'est tellement intense qu'on ne peut pas se satisfaire que de la dimension psychologique. Je ne suis pas en train de discréditer la dimension psychologique de l'émotion. Je suis en train de dire que pour ancrer cette dimension de l'intensité de l'émotion dans la résolution du deuil, il faut que la dimension psychologique soit prise dans une dimension holistique. Et c'est tout le rôle de l'interdisciplinarité. Donc, quand je parle de dimension spirituelle, je ne parle pas nécessairement d'une dimension religieuse, bien que ce soit possible. Mais qu'est-ce que va apporter cette dimension sociale à la dimension spirituelle à la dimension uniquement psychologique? C'est un renforcement de la téléologie. C'est-à-dire, elles vont apporter de manière indirecte, mais complémentaire, une ouverture aux émotions et à leur intensité qui va contribuer à leur résolution. Donc, ce circuit fermé, qui appartient à la structure, à la mécanique, j'allais dire, des émotions liées au deuil, sont quelque chose d'important. On a vu que, premier point, l'émotion fonctionnait par opposition, par dialectique, joie, tristesse. Que la deuxième chose à retenir, c'est qu'elles sont marquées par l'intensité. Et la troisième chose à retenir, c'est que c'est un circuit fermé. Vous vous rendez bien compte que ce que je suis en train de vous dire là, eu égard ce qu'est le deuil d'une personne chère qui nous a quittés, que ce soit sous l'angle de l'analyse du concupiscible, voire de l'irascible, peu importe, si l'émotion reste en circuit fermé, eh bien, c'est quelque chose qui va finir par alourdir le pâtir qui est intrinsèque à ce qu'est l'émotion. Et ce pâtir va devenir quelque chose d'insupportable pour la personne. Et va pouvoir même l'abîmer,
et avoir des conséquences sur sa structure, sur sa vie affective. C'est une évidence. J'ai plein d'exemples à l'esprit de personnes que j'ai pu accompagner dans de telles circonstances. Donc, il faut bien comprendre que la mécanique des émotions par rapport à la résolution du deuil, si on les regarde en elles-mêmes, on a compris qu'elles sont dialectiques, l'opposition, qu'elles sont intenses et qu'elles sont en circuit fermé. Autrement dit, au risque de trop simplifier, si on ne fait pas appel à quelqu'un, ce peut être un ami, un conjoint, un proche aidant, un enfant, c'est-à-dire un adulte, mais quelqu'un qui nous est proche, ce peut être, évidemment, un professionnel, une professionnelle. Et si on ne fait pas appel à eux, le circuit fermé risque de s'amplifier, je vais développer ça avec vous dans quelques instants, et abîmer la personne parce que le pâtir devient un méga pâtir. Donc, l'accompagnement va petit à petit réouvrir cette coquille fermée, cet œuf fermé, pour permettre de remettre de la lumière et faire en sorte que l'opposition, l'intensité, le circuit fermé libèrent les émotions et servent l'accompagnement du deuil. Le circuit fermé, il se joue à l'égard de cette dialectique joie-tristesse. Il se joue à l'égard, c'est relatif à l'irascible, dans ce rapport espoir-désespoir. Et il se joue aussi à l'égard, et nous pourrions continuer, par rapport à l'audace et la crainte. Permettez-moi juste cette petite précision pour bien vous montrer en fait que les émotions, pour qu'elles soient participatives à la résolution du deuil, grâce à l'accompagnement, il faut remettre la personne dans un rapport à l'objet, d'une manière ou d'une autre. On va le voir juste après, l'objet étant la personne, que ce soit de manière symbolique ou si c'est religieux de manière surnaturelle. Bien en fait, ce rapport à l'objet, du fait qu'il est différent, il va susciter différentes émotions. Regardez, si je reviens un tout petit peu en arrière, qu'est-ce que c'est que la tristesse? La tristesse, c'est cette émotion toute simple, tout à fait normale, parce que la personne qui m'était chère, l'objet dont on parle, si on parle en termes d'analyse, eh bien, nous a quittés. Quand la relation, on l'a dit auparavant, est particulièrement intense, on n'est plus dans l'ordre de la tristesse, on est dans l'ordre du désespoir. Parce que cette personne était tellement importante pour moi, l'intensité du lien était tellement forte que la tristesse se transforme en désespoir. Et vous voyez bien que l'objet regardé, c'est l'être bien-aimé qui nous a quittés. Idem par rapport à la tristesse, c'est la tristesse de voir celui que nous aimions qui nous a quittés. D'accord? Pareil donc pour le désespoir, mais avec une intensité plus grande, alors que la crainte, c'est le regard sur celui qui nous a quittés en tant qu'il est blessure. Et je crains, ça c'est très fort pour les médecins et les psychologues qui sont là, c'est quelque chose de très fort et d'important de distinguer désespoir et crainte. Parce que la crainte au niveau pathologique, au niveau émotionnel, c'est le rapport de la personne qui est en deuil à ce qui lui a fait mal dans le départ de la personne aimée. Rien que le fait qu'elle parte, d'où le fait que Jean Bourquette appelle au pardon. Donc la crainte va replier à la personne de manière beaucoup plus mortifère que le désespoir, qui lui est en rapport à un objet qui était aimé. La crainte, c'est un rapport à un objet qui était source de blessure parce qu'il n'aurait pas dû me quitter. Donc le travail d'accompagnement ne sera pas le même dans les deux cas. Alors, le temps avance, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas pour vous. Moi, je passerai bien la journée avec vous, mais si on regarde ensemble, on entrevoit les conséquences de cette analyse sur l'humanisation de l'accompagnement des personnes endeuillées. Je voudrais avec vous, au regard des trois trilles que nous avons offerts, opposition, intensité et circuit fermé, vous rappeler que la dimension interdisciplinaire est capitale pour
permettre aux émotions de contribuer à la résolution du deuil. C'est pour ça qu'à la chaire Jean-Bourquette, sur le soutien des personnes endeuillées, dont je suis l'heureux titulaire, autant dans la recherche que dans les responsabilités, que dans la gouvernance, avec le doyen de la faculté des arts et des sciences, nous avons souhaité que le deuil soit réfléchi, pensé, et Madame Nathalie Vien, qui fait la formation permanente, porte cela de manière tout particulière aussi, d'un point de vue interdisciplinaire. Parce que vous le voyez bien, hein, l'émotion, pour qu'elle soit au service de la résolution du deuil, il faut qu'elle aille chercher une partie, bien sûr, psychologique, mais une partie sociale, une partie spirituelle, éventuellement une partie religieuse. Donc, je crois que cette dimension interdisciplinaire est un appel à nos différents milieux, à nos différentes personnes endeuillées, à s'entourer d'une équipe pour les accompagner. Donc, je vous ai dit, hein, la mécanique de l'émotion, vue comme une opposition, si elle est laissée à elle-même, la tristesse, hein, qui passe de la joie à la tristesse, espoir, désespoir, audace, crainte, c'est la dimension dialectique de l'émotion. Avec intensité, c'est la deuxième chose que nous avons retenue de cette structure, j'allais dire, de l'émotion, et qui, de plus, si c'est encore une fois laissé à elle-même, cette émotion fonctionne en circuit fermé et donc va pouvoir que s'amplifier d'une certaine manière. Donc regardons. Qu'est-ce que l'on fait de cette dialectique qui marque l'émotion si nous voulons accompagner et humaniser la personne endeuillée par cet accompagnement? Si je remets directement la personne qui a l'émotion de la tristesse, la personne qui a l'émotion du désespoir, directement face à la personne décédée, et tu la reverras bien un jour, mais c'est pas si grave que ça, et tu sais bien, on y passe tous. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va nourrir l'opposition. C'est-à-dire, on ne va pas passer de la tristesse à la joie, on va passer de la tristesse au désespoir. Ça, c'est quelque chose sur le plan philosophique, de la philosophie du vivant, qui est absolument pertinent et remarquable et au service de chacune de vos vies et de vos professions. C'est que l'émotion, pour qu'elle puisse servir la résolution du deuil, va devoir utiliser ce que j'utilise comme terme, autant d'un point de vue de la recherche que d'un point de vue de l'accompagnement donc clinique, de ce que j'appelle le contournement. Si vous remettez une émotion face à ce qui a causé cette émotion, le pâtir de l'émotion ne va faire que amplifier. Et de la tristesse, vous allez passer au désespoir. Donc il faut avoir cette sagesse de l'accompagnement, dans ce sens-là, cette humanisation qui marque l'accompagnement, que de faire ce contournement et de reproposer à la personne endeuillée un certain rapport à la personne qui malheureusement l'a quitté sous un autre angle que ce que les émotions lui ont fait vivre. Et là, ça peut être, si je reprends Jean Bourquette, je me souviens avoir parlé avec un psychiatre de ces différentes étapes proposées par Bourquette et qui me disait, pour moi, la question de l'héritage, qui est l'une des étapes proposées par Bourquette, est quelque chose d'absolument central. Vous voyez, ça, c'est un exemple de contournement. Quand la tristesse est trop grande, on peut revisiter l'héritage de la personne décédée. Vous allez voir que cette tristesse, petit à petit, se transformer, s'ouvrir, sortir de cette intensité parce qu'elle sortira de ce circuit fermé. Ça, c'est un point, si vous avez des questions sur lesquelles nous pourrions revenir, mais je sais qu'il me reste que 15 minutes et je voudrais vous laisser la parole, mais je vais néanmoins finir ces quelques diapositives. Par rapport à la question de l'intensité, vous dire que l'intensité passionnelle, émotionnelle du pâtir, en tant que tel, je vous l'ai dit, je vous le redis parce que cela me semble important dans un monde qui rapidement va pathologiser ou à l'inverse moraliser, ou des fois les deux, eh bien,
est une réalité positive. L'intensité de l'émotion, de la tristesse, voire du désespoir, voire de la crainte, c'est du vivant. C'est du vivant. C'est-à-dire, c'est une expression du vivant chez la personne qui est en deuil. Et donc, autant d'un point de vue thérapeutique, pour celui ou celle qui fait l'accompagnement, que d'un point de vue de formation, que d'un point de vue de recherche, il faut comprendre en fait que cette intensité, il suffit de s'en servir, il suffit, c'est pas si simple que ça, c'est tout le tact et tout l'enjeu de l'humanisation de l'accompagnement, en reproposant, grâce à cette intensité qui est une force, la passion est une force, l'émotion est une force, en lui reproposant la personne décédée, soit sous l'angle de l'héritage, soit sous l'angle de peut-être un récit qui est tout à fait thérapeutique, ou sous l'angle d'un jeu de rôle. Jean-Maud Bourquette nous a donné cet exemple. Il y a différentes thérapies et différentes possibilités pour reproposer la présence. Et dans ce cas-là, l'intensité va se nourrir de cette nouvelle modalité de présence et va pouvoir non pas nourrir la dialectique qui est propre à l'émotion, mais au contraire, humaniser l'émotion, apaiser l'émotion, petit à petit, enlever l'affect, ou en tout cas le circonscrire et permettre une résolution beaucoup plus humaine du deuil que s'il n'y avait pas la prise en compte de cette intensité en tant qu'expression de la vitalité de la personne qui est en deuil. Et la question pour terminer, la question du circuit fermé est quelque chose qui me paraît assez capital, d'autant plus que nous sommes en pandémie et que beaucoup de personnes, et là encore, je leur exprime toute ma sollicitude, vivent des deuils seuls. Je l'ai vu dans ma recherche auprès des thanatologues, la corporation des thanatologues, et je salue leur directrice, Anne Saint-Pierre. Mais le circuit fermé, le fait d'être isolé, va en fait amplifier les émotions et ne permettra pas la résolution et l'humanisation de la résolution du deuil. Je voudrais vous donner un ou deux exemples sans être trop long, mais on a compris que les émotions les plus fréquentes, autant du côté du concupiscible que de l'irascible qui marque la personne endeuillée, c'est la tristesse, c'est le désespoir, c'est la crainte avec des objets différents. Je l'ai trop rapidement dit. Mais donc ces émotions-là, en circuit fermé, qu'est-ce qu'elles vont faire? Parce que c'est une force vitale intense, avons-nous dit, eh bien, elles vont tourner, ce qui est propre d'un circuit fermé, et elles vont aller chercher d'autres puissances vitales chez la personne humaine. Et je ne donnerai, pour ne pas être trop long, que deux exemples. C'était effectivement l'imaginaire, qu'on appelait dans le temps la folle du logis, mais elle porte bien son nom. Parce que cette tristesse a besoin de nourriture, elle a besoin d'objets, elle a besoin de retrouver son bien-être. Et si elle est en circuit fermé du fait qu'elle n'est pas accompagnée, eh bien, elle va aller chercher dans l'imaginaire. Pour la plupart du temps, et les thérapeutes confirmeront, non pas favoriser le processus du deuil, mais à l'inverse, se replier par l'imaginaire dans une vision mortifère de la tristesse, parce que c'est le seul moyen pour cette émotion de se réapproprier la personne décédée. C'est vrai de la tristesse, c'est encore plus vrai du désespoir, et c'est autrement pour la crainte. Pour la mémoire, c'est pareil. Il y a différents types de mémoire, dépendamment de l'anthropologie spirituelle que vous utilisez, mais la mémoire est une faculté en fait qui est là pour proposer d'autres modalités de relation à la personne décédée, et en ce sens, favoriser ce dépassement du circuit fermé. Et s'il n'y a pas d'accompagnement humaniste, qu'est-ce qui va se réaliser? Il va se réaliser que la personne va se morfondre dans sa mémoire et risque de fragiliser en amplifiant son pâtir émotionnel, sa structure personnelle et son rapport à la téléologie, c'est-à-dire son rapport à la quête de sens, son rapport au dépassement. Tout ça pour dire, et ce sera le mot de ma fin, que l'accompagnement du deuil
exige une prise en compte holistique de la personne humaine, ce qui d'ailleurs justifie sa dimension interdisciplinaire. Je ne le dirai jamais suffisamment. Donc une connaissance et une prise en compte de la globalité de la personne, dans sa vie affective et aussi dans sa vie telle que les deux exemples imaginaires et la mémoire qui sont des réalités sensibles chez la personne. Donc il y a vraiment cette nécessité, si on veut humaniser l'accompagnement du deuil, de prendre en compte la globalité de la personne endeuillée pour permettre aux émotions de ne pas rester dans cette dialectique qu'on a appelée opposition, mais de se servir de l'intensité pour alimenter, on pourrait dire, la résolution du deuil et surtout éviter l'isolement sanitaire, si vous me permettez l'analogie, c'est-à-dire le circuit fermé. Les références dont je me suis servi sont toutes ici, vous les retrouverez sur le PowerPoint ou sur l'enregistrement. Et puis, je n'oublie pas, bien entendu, de vous souhaiter à chacune et chacun une très très bonne année 2022. Et je vous réinvite une fois encore, bien entendu, à ce colloque que nous organisons à la chaire Jean-Montbourquette sur le soutien social des personnes endeuillées, 19 et 20 mai. Il sera en bimodalité, donc ceux qui sont à l'étranger pourront le suivre de manière numérique, ceux qui sont au Québec et au Canada pourront le suivre en présentiel. Nous l'espérons, sinon, si les conditions sanitaires l'obligeaient, nous basculerions uniquement en mode numérique. Il va de soi. Merci de votre attention. Je vous souhaite vraiment une belle année. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de chacune des émotions que vous vivez. Permettez qu'elles soient accompagnées de manière humaine.